vient à présent à notre histoire du jour, alors qu'autour de ce plateau, je suis toujours accompagnée de Nathalie Schrin, Yuri Clavellier et vous, Vera Grandzeva. Notre histoire du jour s'intéresse à cette femme qui compte outre-Atlantique. Elle compte parce qu'elle est intrigante. Elle s'appelle Melania Trump. C'est la femme du président américain Donald Trump. Son influence est croissante, certains disent, sur son mari, d'autres disent qu'elle n'a aucun point. Néanmoins, des études prouvent que de plus en plus de décisions politiques passeraient par Melania Trump, qui a désormais l'oreille de son mari. Plusieurs experts expliquent notamment et analysent les récents volte-face du président américain sur Gaza ou encore sur Poutine comme étant imputés à Melania. Alors, est-ce que Melania est la conseillère de l'ombre de son mari ? Vous allez pouvoir, autour de ce plateau, me répondre. D'après vous, déjà, quel poids de Melania Trump sur Donald Trump 2 ? Pourquoi est-ce que je vous dis Donald Trump 2 ? Parce qu'on n'assiste pas à la même gouvernance de Donald Trump depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche que celle d'avant. Et on a l'impression que Melania a une posture tout à fait différente. Est-ce que vous l'interprétez comme ça ? Oui, enfin moi je le vois un peu comme ça. Évidemment, il avance aussi dans l'âge. Donc peut-être qu'il est peut-être plus proche de sa femme et plus, disons, un peu plus faible, disons, psychologiquement, etc. On a envie de se reposer sur quelqu'un. Et puis la première dame, elle est européenne. Donc elle est en plus yougoslave, donc slovaque maintenant. Donc les femmes, à mon avis, psychologiquement, les femmes, disons, des pays de l'Est, on a tendance à dire que les femmes des pays de l'Est, c'est le cou. Et que l'homme, c'est la tête. Ah oui, c'est ce qu'on dit ? C'est ce qu'on dit. Oui. Et moi, je vois... je fais un coucou à mes parents. Et vous avez raison, Nathalie, je vois ma mère qui tourne la tête de mon père. Quoi. C'est intéressant ce que vous nous dites dans cette culture des pays de l'Est, en réalité. La culture de ces femmes. Est-ce qu'elle instaure, Melania Trump, cette culture à la Maison-Blanche aujourd'hui ? Est-ce qu'elle décrypte le monde et l'Europe de l'Est telle qu'elle la connaît à son mari qui peut-être a des problèmes de compréhension de certains enjeux stratégiques européens ? C'est possible. Bon, sans aller pour généraliser, mais quand même, une femme joue un rôle très important dans les relations, parfois définitif même. Donc, effectivement, c'est un deuxième mariage, si je ne me trompe pas, de Trump. Et Melania avait, bien sûr, son influence sur Trump, même s'il était challengé. Il y a un défi quand même de la fille de Trump. Il faut se rappeler, il y avait des enquêtes journalistiques qui montraient qu'il y avait toute une compétition entre Melania Trump et Ivanka, qui voulait aussi quand même influencer son père et être aussi autour de la table de décision. Voilà. On écoute Donald Trump sur ce qu'il dit de sa femme, parce que c'est intéressant. Un extrait, on va en écouter plusieurs, vous allez voir. Il a toute une vision autour de celle qui est sa femme et de la façon dont ils discutent ensemble de ces conflits. Donald Trump sur Melania. Nous en avons parlé avec Melania. Et oui, elle trouve ça terrible. Elle voit les mêmes images que vous, que nous tous. Et je pense que tout le monde, à moins qu'il soit vraiment insensible, ou pire encore, cinglé, il n'y a rien à dire. C'est terrible de voir ces enfants. Certains parlent de famine, d'autres non, mais le constat est là. Ces enfants meurent de faim. Et vous voyez leur mère, elle les aime tellement. Mais elle semble incapable de pouvoir faire quoi que ce soit. Il faut leur apporter à manger. Et nous allons leur apporter à manger. Voilà pour Donald Trump sur Melania et sur ce qu'elle pense de Gaza et ce qu'il en résulte dans le message qu'il nous transmet par la suite. Charles Adam, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande. Vous êtes aussi, monsieur, avocat international. Ce qui est très intéressant, monsieur, dans cette séquence que l'on vient de montrer sur Donald Trump, c'est qu'il dit d'abord: j'en ai parlé avec Melania, oui, c'est horrible, etc., etc. Néanmoins, et en même temps, comme dirait le président Macron, il n'agit pas sur Gaza. Sa posture reste inchangée. D'après vous, est-ce que Melania pèse vraiment dans ce jeu international auprès de son mari, ou est-ce que c'est plutôt un effet de mode, le président qui a l'oreille de sa femme et qui se permet de vanter sa femme pour en réalité occuper l'espace médiatique ? Je n'ai aucune information privilégiée à ce sujet. Je suis simple citoyen américain observateur, catastrophé d'ailleurs de la scène politique nationale et internationale. Je ne pense pas que Melania Trump ait la moindre influence auprès de son mari. C'est plutôt performatif de sa part de faire allusion à elle. La réalité des choses,
c'est qu'elle évite, dans la plus grande mesure du possible, d'avoir le fréquenté. Elle est à New York, où leur fils Barron est à l'université de New York. Lui est à Mar-el-Lago quand il n'est pas à la Maison-Blanche ou dans un de ses clubs de golf. Elle ne recherche pas sa compagnie. Donc, est-ce que lui demande son avis sur telle ou telle question? J'en doute fort. Mais la preuve en est que tout cela ne mène à rien. Supposons qu'elle ait dit c'est terrible ce qui se passe à ces malheureux enfants à Gaza, il faut faire quelque chose pour les faire nourrir. Est-ce que Trump a levé le petit doigt pour empêcher le crime que commet quotidiennement Netanyahou vis-à-vis de Gaza, le génocide? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, rien du tout. Idem, d'ailleurs, s'agissant de l'Ukraine. Peut-être que Melania, à l'occasion d'une de ses rares rencontres avec son mari, a dit « c'est quand même dommage que les Russes bombardent quotidiennement les villes en Ukraine, faisant des victimes femmes et enfants et innocents ». L'a-t-elle dit peut-être? S'en est-il suivi quelque chose? Non, rien. Et pourtant, Monsieur Adams, je me permets d'intervenir si vous le permettez. Ce sondage de la Grande-Bretagne, qui nous vient de Londres exactement, sondage qui classait Melania comme la 10e personne la plus influente de l'administration Trump. Elle vient après Stephen Miller, le chef du cabinet adjoint à la Maison-Blanche, et la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi. Elle est même passée devant Elon Musk, qui aujourd'hui n'a plus les faveurs, vous le savez très bien, de Donald Trump. Lorsque ce sondage la place en 10e position, sondage, on a sondé ces Américains qui disent 10e position de la personne la plus influente dans les oreilles de son mari, Donald Trump. Ne voyez-vous pas une sorte d'impulsion, ne voyez-vous pas une sorte d'évolution par rapport à la première présidence de Donald Trump? Non. Non, vous ne voyez pas ça? Personnellement, absolument pas. Et je répète que tout ça ne mène à rien. Trump, effectivement, a menacé Poutine d'un ultimatum si, à partir de telle date, il n'arrêtait pas ses bombardements et n'accordait pas un cessez-le-feu. L'ultimatum est venu, rien ne s'est passé, d'où le sobriquet TACO qu'on attribue ces jours-ci à Trump. TACO, c'est un acronyme pour Trump Again Chickens Out. Trump se dégonfle toujours. Donc, manifestement, si influence bénigne de Melania existait, eh bien, le comportement de Trump en ferait le reflet. Ce n'est pas le cas. D'où la conclusion que son influence, à mon avis, est nulle. Quoi qu'en disent les sondages auprès des Britanniques, qui en connaissent encore moins que moi. Merci, Monsieur Adams, d'avoir été avec nous en direct sur LCI aujourd'hui, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande. Vous êtes aussi avocat international. Un mot autour de ce plateau, notamment sur cette influence. Vous êtes plutôt team Monsieur Adams, qu'on vient d'entendre, pas d'influence, ou team sondage qui dit que Melania, elle a une position importante? Bon, à mon avis, c'était quand même évident que Trump, petit à petit... Bon, on ne sait pas si c'était que Melania, et peut-être que ce n'était pas que Melania qui a changé son avis. Il y avait quand même aussi la pression de la presse américaine qui disait que Poutine baladait Trump depuis déjà un moment. Mais néanmoins, Trump a mentionné lui-même l'impact qu'a eu cette conversation avec Melania sur aussi sa posture, parce qu'il a vu que c'était plus possible à nier qu'il y avait les bombardements tous les jours. Donc, à mon avis, quand même, petit à petit, il est devenu assez plus exigeant vers Poutine, plus dur avec lui. Donc, à mon avis, cette coïncidence, peut-être que c'est une coïncidence, mais peut-être non. Il a dit, je rentre à la maison après avoir une bonne conversation avec Vladimir Poutine, et Melania me dit, ah, t'as vu, il a continué à bombarder. Et il l'a dit devant la presse américaine. Oui, moi,
on peut toujours espérer de toute manière que la femme ait son mot à dire, notamment une première dame qui est là pour s'occuper des œuvres caritatives. Ouais. Alors des premières dames dans le monde, notamment des premières dames américaines, il y en a eu plusieurs qui ont eu un point important. On voit ça avec vous, Nicolas Laurent. Racontez-nous, Melania Trump, c'est pas la première, c'est pas la seule. Et non, et on va commencer, Jeanne, avec Michelle Obama, reine de la communication, bien sûr, qui a beaucoup œuvré, on le sait déjà, pour les Américains sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Barack Obama, d'ailleurs, a reconnu à l'issue de ses 2 mandats qu'il l'a consulté régulièrement pour avoir son avis, notamment sur les opérations militaires. Elle a fait part, on le sait, à de nombreuses reprises de son opposition, par exemple, aux frappes aériennes américaines sur la Syrie. Mais l'exemple peut-être le plus frappant d'une implication très forte, ça reste quand même, on va le voir, celui d'Hillary Clinton auprès de son mari Bill, notamment entre 1993 et 2001, qui était certes First Lady, mais qui était surtout une conseillère politique à part entière. Elle participait d'ailleurs, on ne le sait pas toujours, mais aux réunions stratégiques à la Maison-Blanche, y compris sur les dossiers de premier plan internationaux. Elle a par exemple, on va le voir, activement soutenu les pourparlers de paix en Irlande du Nord, en étant une sorte de représentante officieuse des États-Unis sur place. Elle rencontrait beaucoup les acteurs politiques, on la voit là à la descente de l'aéroport, enfin de l'avion. Elle rencontrait donc les acteurs politiques, les associations. Elle s'est aussi rendue, Jeanne, à de nombreuses reprises dans les Balkans, pendant les guerres de Bosnie et du Kosovo, où elle s'impliquait notamment sur tout ce qui est humanitaire, au point d'y prendre goût, puisque vous le savez, elle s'est présentée ensuite en 2016. Elle voulait devenir présidente. Elle a été battue de peu par Donald Trump. Exactement. Et d'ailleurs, si vous le permettez, Nicolas Laurent, en termes de First Lady influente, si on remonte un peu plus loin, il y avait, et vous allez vous en souvenir autour de ce plateau, Eleanor Roosevelt, forcément. Bien sûr, nous sommes regardés en pleine Seconde Guerre mondiale. Franklin Roosevelt est président des États-Unis. Il reçoit quotidiennement des rapports détaillés de son épouse Eleanor sur le moral des troupes américaines, sur les besoins humanitaires. Aussi, la première dame qui est au plus près des combats. Elle se déplace très régulièrement dans les zones de guerre pour soutenir notamment les soldats de l'US Army. Elle était considérée comme une sorte d'ambassadrice des États-Unis, louée par les autres dirigeants européens de l'époque comme une femme empathique, ouverte et compatissante. Elle sera d'ailleurs nommée en 1948 à la tête de la commission qui rédigea la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a dans les First Lady, des First Lady à ne pas négliger, forcément. Nous sommes en France. En France, nous avons eu aussi notre lot, Nicolas Laurent, de premières dames d'importance qui étaient sur le terrain. Qu'est-ce que vous nous en dites ? On le sait, Emmanuel Macron le dit d'ailleurs régulièrement, il consulte Brigitte Macron, mais si on doit ressortir quand même un exemple assez marquant, c'est cette dame, son visage va s'afficher, bien sûr, Danielle Mitterrand, une voix à la fois indépendante, parfois en désaccord, c'est ce qui est intéressant avec son mari, comme lorsqu'elle soutient par exemple activement le Dalai Lama et le Tibet, alors que dans le même temps, la France cherche à ménager la Chine. Elle a mis aussi en lumière, c'est important, la situation du peuple kurde. Elle dénonce aussi certaines dictatures africaines, alors que dans le même temps, justement, la France essayait de ménager ses relations avec certains régimes, ce qui a pu lui donner à certains moments une image de première dame un petit peu rebelle, et ce qui pouvait mettre surtout, là, un petit peu plus amusant, son mari François Mitterrand dans des situations diplomatiques parfois un petit peu délicates. Merci beaucoup, Nicolas Laurent, pour ce décryptage pointu et fort intéressant sur ces femmes d'influence, que ce soit bien sûr aux États-Unis ou encore en France. Est-ce que quand on est un président, d'après vous, et avant d'être présidentiable, quand on a des ambitions politiques, des ambitions intimes, diraient certains, on doit bien s'entourer. On doit avoir une femme qui puisse être à nos côtés, qui puisse nous aider, qui puisse comprendre de quoi il s'agit également. Qu'est-ce que vous dites, Nathalie Schrin ? C'est ça, un couple normalement constitué, on s'aide l'un l'autre, c'est normal. Et quand on s'engage en politique, on s'engage tellement, à plein temps. C'est tout le temps, c'est jour et nuit. Un président, c'est jour et nuit pendant tout le temps de son mandat. Donc forcément, ça a une implication dans sa vie privée et encore plus sur sa femme. Et puis, il a la chance, entre guillemets, d'avoir une femme qui est venue d'Europe. Exactement, donc ça peut apporter un regard différent, et c'est à lui justement de prendre tout le positif et toutes les voies qui peut l'aider à prendre des décisions.
pourquoi pas celle de sa femme. Moi, en tout cas, je suis pas une féministe, mais j'ai foi quand même dans les femmes. Après tout, je suis représentante de l'association des femmes ukrainiennes. C'est dire que les femmes ukrainiennes ont créé cette association pour les femmes ukrainiennes qui avaient eu un peu d'éducation pour faire des activités culturelles. Pas besoin d'être femme de présidente pour faire des choses. Donc, hein. Pour faire des choses. Et les femmes ukrainiennes sont très fortes et c'est grâce en partie à elles que sur le front, les soldats ont de la nourriture. Elles font la cuisine, les vareniki, les chaussons ukrainiens. Les femmes, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale en France, faisaient les munitions, les munitionnettes, etc. Elles se sont émancipées depuis un siècle. Et si on n'avait pas les femmes tout autour de ce plateau-là, on est toutes les trois, désolée Yuri, des femmes et voilà, éduquées, qui avons des convictions, etc. Et j'ose espérer que ce président soit un petit peu influencé par les femmes, parce qu'il en a vraiment besoin, à mon avis. Il y a une femme qu'on n'a pas évoquée, la femme du président ukrainien et son rôle sur la scène internationale, notamment pendant cette guerre. Pour les enfants notamment. C'est intéressant de l'évoquer également, cette présidente, femme de président ukrainien. Oui, effectivement, même si pour la culture américaine, c'est très très présent cette idée de la First Lady. C'est pas pareil dans d'autres pays, à mon avis, même en France, même s'il y a l'attention envers la compagne ou la femme ou le mari, bon, peut-être un jour, je veux dire, s'il y a une femme présidente en France, mais aux États-Unis, elle a vraiment un rôle politique. C'est très important comment le président se présente, s'il est vraiment à ses côtés aussi une femme qui peut plaire, ça peut aussi renforcer ses chances pour la victoire. On sait très bien effectivement que Michelle Obama, elle a joué, elle a continué à jouer un rôle assez important dans la politique. Melania Trump, elle a une position qui est assez particulière devant les médias. Elle dit par exemple, certains me voient peut-être comme une simple épouse du président, mais elle ajoute, je suis indépendante, j'ai mes propres idées, j'ai mes propres opinions, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mon mari, et c'est normal, mais... Vous savez, ce qui est intéressant, c'est généralement les dernières petites phrases que l'on glisse. Je lui donne mes conseils et parfois il écoute. Parfois non, et ce n'est pas grave. C'est intéressant, le parfois il écoute. À mon avis, elle cherche quand même un peu plus d'influence. Et ce que j'essaie de me rappeler, où j'ai lu cette partie sur cette compétition entre Ivanka et Melania, peut-être c'était chez Bob Woodward, le rédacteur en chef de The Washington Post. Donc, elle a des ambitions, à mon avis, et on voit que petit à petit, elle monte. Et d'ailleurs, sur son influence, rappelons-nous qu'il y a quelques jours, Trump a eu une conversation téléphonique avec Netanyahou et il l'a engueulé, il l'a crié sur lui. Donc, si on dit qu'elle n'a pas eu l'influence, peut-être aussi, quand même, c'est un peu sous-estimé son influence, parce que c'est une des premières fois quand il y a une telle tension entre les deux hommes, parce que ça se développe, même s'il y avait des désaccords, il ne faut pas non plus les oublier, mais quand même, c'est la première fois quand il a engueulé Netanyahou, il a crié pendant 20 minutes, je crois, sur Netanyahou, sur le problème de famine à Gaza. Et comme coïncidence, c'était aussi le sujet qui était évoqué par Melania. Donc je crois que quand même si effectivement pas sur tous les aspects, et Trump ne change pas du jour au lendemain à 80, à 100%. Il progresse, à mon avis, et Melania peut jouer son rôle quand même dans ce changement. Yuri Clavillier, on envoie, comparaison n'est pas raison, d'accord, on envoie Steve Witkoff, l'émissaire américain, ancien magnat de l'immobilier, pour négocier. On pourrait imaginer une Melania Trump qui a l'oreille de son mari, qui connaît l'Europe de l'Est, qui pourrait négocier sur d'autres points, ou est-ce que ce serait complètement délirant ? Avec cette administration américaine, je pense qu'on peut se préparer à tout. Qui sait dans quel état cette administration sera dans 6 mois. Mais après tout, c'est peut-être plus pertinent que Steve Witkoff, vu les déboires qu'il a régulièrement quand il essaie de négocier quoi que ce soit avec Poutine. Donc ça serait peut-être pour le mieux, après tout. Mais bon. Sur la vision européenne, c'est pas inintéressant d'avoir le point de vue de la First Lady qui vient d'Europe de l'Est, qui connaît les problématiques, qui parle aussi ces langages. C'est des langages très particuliers. Il y a une compréhension aussi de la gestuelle et de la façon dont on envisage les choses. Ouais. On verra bien, mais c'est dans le
le chaos de cette administration, c'est, on s'y attendait peut-être pas, mais c'est peut-être quelque chose d'un peu moins chaotique. Une personne émergente à voir, on verra bien, à suivre. Je ne fais pas de pronostic, mais c'est à suivre, effectivement. Allez-y, Vera. À mon avis, quand même, il y a un détail assez important sur Melania. Elle ne vient pas juste de l'Europe de l'Est, elle vient de Slovénie. Donc, un pays qui a aussi vécu une guerre civile. Avec un moment de l'effondrement de Yougoslavie. Après, il y avait les autres républiques qui ont fait aussi la guerre contre la Serbie, comme le centre de Yougoslavie. Et c'était très sanglant. On se rappelle, c'était 10 ans de guerre. Et ça a beaucoup marqué quand même tous les pays qui ont aussi en république de Yougoslavie. Donc, elle sait elle-même de quoi elle parle. Elle sait ce que ça veut dire vivre aussi sur les bombes, être attaqué avec les tanks, avec des armements lourds. Donc, à mon avis, c'est aussi, il a dans ce sens, la voix légitime qui peut parler au nom de victimes et il peut sentir très très bien ce que sentent les Ukrainiens aujourd'hui depuis 3 ans de la guerre que la Russie mène contre eux. Merci. Dernier mot, vous avez 5 secondes, Nathalie. Je voulais juste dire qu'elle connaît aussi les problématiques de peuples. Parce que les peuples au sein de la Yougoslavie, qui a eu une multitude de peuples mélangés, l'histoire, bien sûr. Voilà, ça peut peut-être apporter un éclairage. Merci Nathalie Schrin, merci à vous Yuri Clavillier, merci Vera Grandzeva de m'avoir accompagnée.